Bonjour à tous, nous voici donc pour ce premier cours de l'école à la maison. Un cours un peu particulier, mais vous avez l'habitude maintenant, grâce à l'année passée, de faire votre travail à distance. Comme toujours, nous nous servirons d'école directe comme outil. Il faudra vous connecter pour voir votre travail à faire. Éventuellement imprimer les feuilles si vous avez besoin, mais je vous rappelle qu'elles ont été distribuées vendredi, que donc vous n'avez pas besoin de faire imprimer pour cette semaine. Vous avez aussi le lien vidéo qui permet donc de consulter les documents en ligne, mais aussi d'avoir quelques explications pour réaliser le cours. Je vous laisserai donc consulter la vidéo comme indiqué dans École Directe et répondre aux questions en même temps. Les cours sont sur YouTube pour des facilités de connexion, c'est facile d'accès sur n'importe quel ordinateur, tablette ou téléphone parfois. Ça permet aussi à chacun de consulter le cours à l'heure qui lui convient. Ça évite donc aux familles qui ont des grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs, qui ont d'autres visions en même temps, de se connecter à un horaire précis. Voilà donc pour l'explication de ce choix d'usage. Donc oui, nous attaquons la géographie. Donc nous sommes dans la deuxième partie de géographie, prévenir les risques et s'adapter au changement global. Et nous allons justement parler du changement global et de ses effets au niveau mondial. Alors, changement global, c'est une définition qu'on va essayer de faire au cours du chapitre. Je vous rappelle mon adresse mail pour demander les réponses ou les corrections, mais aussi vous avez École Directe qui fonctionne aussi plutôt pas mal en ce moment. Je vous laisse prendre la fiche annuelle d'histoire-géographie, le plan qu'on avait mis au début de l'année, au début du classeur, mais aussi au début du cahier, ça dépend ce que vous avez. Nous avons déjà surligné, si vous avez bien suivi, déjà toute la partie 1, elle est déjà faite. Je vous laisse prendre un fluo et on va surligner toute la partie 2 qui est maintenant terminée. Donc toute la partie 2, ça veut dire séquence 5 sur l'ordre séigneurial. Souvenez-vous, on avait vu comment s'organiser les campagnes notamment. On a fait aussi le chapitre sur les villes au Moyen-Âge, avec les époux Arnolfini, les marchands, etc. Et puis on a fait la dernière fois, mais carrément à la maison, toute la séquence 7 sur les rois de France et l'organisation de l'État, et notamment de l'amélioration de leur puissance. Donc ça, c'est à surligner, c'est fait. Il nous restera plus tard dans l'année la partie 3, que nous n'allons pas réaliser tout de suite puisque nous passons à la géographie. Alors justement, en parlant de géographie, vous avez normalement déjà surligné la partie 1, si vous aviez suivi, on avait déjà fait ceci. Pour les séquences de MC, il va falloir mettre à jour puisqu'on en a réalisé plusieurs depuis la dernière fois qu'on avait surligné. Donc je voulais surligner jusqu'à la numéro 7, l'identité légale, qu'on avait fait d'ailleurs la dernière fois. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant, qu'il ne faut pas surligner pour l'instant puisque ce n'est pas réalisé? Nous attaquons donc la partie 2 de géographie. Hop, la voici. Donc je vous laisse tout surligner, ranger votre feuille. Et nous allons pouvoir attaquer du coup ce chapitre. Alors, pour attaquer le chapitre, je vais commencer par déjà une vidéo qui va expliquer ce que c'est un petit peu le changement global d'un point de vue presque de la SVT, c'est-à-dire comment se fait-il que la planète se réchauffe, puisque c'est un peu ça le changement global. Elle se réchauffe au niveau de la température, il y a des raisons et ces raisons elles sont essentiellement humaines. Donc je laisse la petite vidéo qui vous explique tout ça. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie.
Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant à chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. Bien, la petite vidéo a dû vous expliquer un petit peu donc les effets produits par le changement global et surtout comment il se produit avant de parler des effets. Alors en parlant des effets, justement, on va servir un petit peu de Disney avec quelques images retravaillées qui dénoncent certaines choses. Alors là, notamment, nous avons la petite sirène avec le phénomène de marée noire. Vous avez aussi la pauvreté avec les déchets, avec notamment ici le livre de la jungle. Vous avez Mulan en Chine avec la pollution atmosphérique très importante, même si il est vrai qu'avec le coronavirus et le confinement, eh bien, cette pollution a diminué temporairement. Vous avez aussi les forêts qui sont déforestées comme son nom l'indique, c'est-à-dire que les arbres sont coupés avec Winnie l'ourson qu'on voit un peu seul au milieu de cette pauvre forêt. Et vous avez la Reine des Neiges, sur son petit glaçon flottant, puisque le réchauffement climatique induit la fonte de la banquise, mais c'est un petit peu comme dans un verre, si vous faites fondre un glaçon, le niveau de l'eau va s'élever. Et ça va poser d'énormes problèmes dont on va parler dans ce chapitre. Alors, les élevages en batterie de poulets, vous avez aussi peut-être les zoos qui posent quelques problèmes. Vous avez aussi la chasse avec Bambi qu'on aperçoit. Donc, vous aviez un petit peu des effets néfastes qu'on va essayer d'étudier. Alors, vous allez pouvoir prendre la fiche numéro 1 que vous avez dû faire imprimer ou enregistrer si vous n'avez pas d'imprimante. Alors, comme toujours, nous regardons un petit peu ce que nous allons faire. Donc, on va parler du changement global, qu'on a essayé d'expliquer dans la petite vidéo tout à l'heure. On regarde les deux images. Alors, là, vous avez donc un ours qui s'accroche tant bien que mal à ce qui reste d'un iceberg, apparemment. Et puis là, vous avez eu ce que nous avons eu en 2015 à Paris, la COP21, qui s'est réunie pour essayer de prendre des décisions par rapport à l'environnement. Décisions pas toujours appliquées par tous les pays, justement. Alors dans la séance 1, on va voir quels sont les effets de ce changement à l'échelle d'un pays, et en particulier le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est un pays qui est situé juste donc à l'est de l'Inde. Alors, pour la petite histoire,
l'Inde possédait le Bangladesh à l'époque du fait que c'était une colonie anglaise, et puis Bangladesh, Pakistan et Inde qui formaient l'Union indienne se sont séparés en raison principalement de divisions religieuses, puisque les Indiens sont en majorité hindous et les Pakistanais et donc Bangladesh sont à majorité musulmane, et il y a eu une mésentente entre ces pays. Voilà donc pour la séance numéro 1, on va s'attaquer vraiment au Bangladesh, un exemple de pays qui justement a un gros problème, c'est que eh bien, son niveau, son altitude est en dessous du niveau de la mer. Donc vous allez déjà imaginer que la montée des eaux va leur poser d'énormes problèmes. Dans la séance 2, on fera un petit peu comme d'habitude, on verra ce qu'il en est à l'échelle de toute la planète et non plus seulement d'un seul pays qui nous servira d'exemple. Et enfin, dans la séquence d'enseignement moral et civique, on réfléchira à comment mieux se déplacer, sachant que vous avez déjà réfléchi à des solutions l'année passée, si vous avez eu le temps de faire le chapitre sur la ville de demain, vous savez, c'était un chapitre où on devait réfléchir à faire des maquettes, des affiches, etc. Ceux qui ont eu Madame Beton ou moi-même, normalement, ont déjà fait ce chapitre. Voilà donc pour les explications. Alors, comme toujours, en haut à gauche, on a le que sais-je. Alors, vous allez réfléchir à ce que l'on a déjà vu au cours de la géographie en sixième, en primaire, mais même aussi cette année. Alors, quels sont les types de pays qui consomment le plus de ressources? Sachant qu'on a appris des sigles, souvenez-vous. Je rappelle les sigles. Nous avons appris qu'il y a des PMA, pays les moins avancés, c'est-à-dire les plus pauvres du monde. Des pays émergents. Ceux-là, ce sont des pays qui sont en train de rattraper leur retard. Il y a aussi des pays en voie de développement, PED, qui sont donc pas parmi les plus pauvres de la planète, mais qui sont quand même dans une grande pauvreté. Il y a aussi les pays industrialisés développés, PID. Ceux-là, ce sont les pays les plus riches de la planète. Donc vous essayez de trouver parmi ces sigles lequel pourrait correspondre à la première question, le petit a. Ensuite, au sujet des ressources essentielles qui sont soumises à une forte pression. Alors, de quoi ont besoin les êtres humains? Si vous avez fait le chapitre sur la vie de demain l'année passée, eh bien effectivement, vous avez dû réfléchir à ce dont ont besoin les humains. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Essayez de réfléchir. Et enfin, une modification de l'environnement qui est due à l'homme. Qu'est-ce que l'homme change? On l'a peut-être un peu vu dans la vidéo précédente. Eh bien, je vous laisse répondre au que sais-je. Je vais donc vous laisser appuyer sur pause et répondre. Vous pourrez demander la réponse, évidemment, par mail. Bien, eh bien, j'espère que vous avez pu faire le que sais-je. Alors, nous attaquons maintenant la fiche des questions. Alors, la fiche des questions, il n'est pas obligatoire de les faire imprimer. La fiche numéro 3, ces questions-là, on pourrait les coller dans le cahier, dans le classeur. Si on n'a pas des feuilles en grande quantité ou des cartouches d'encre en grande quantité, eh ben, on n'est pas obligé de l'imprimer. Ce qui sera nécessaire par contre d'imprimer, ce sera la fiche numéro 2 qui servira à la fois de leçon, mais aussi de fiche pour répondre à un schéma à compléter au fur et à mesure. Si on n'a pas d'encre ou pas d'imprimante, on peut aussi se contenter de l'enregistrer, ce document, et de le modifier sur l'ordinateur. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un schéma à compléter, et on va s'attaquer donc déjà à la case sur le Bangladesh. Alors, dans les questions, question numéro 1, vous avez une page qui est indiquée, vous allez retrouver cette carte. La carte avec notamment le Bangladesh qu'on aperçoit ici, juste donc à l'est de l'Inde. Hop. Donc le Bangladesh, il va falloir bien lire la légende, et puis surtout pour la question, ça va être de le localiser sur Terre. Donc essayez de trouver peut-être son continent. Essayez de trouver de quel pays est-il frontalier. Et puis on va vous interroger aussi sur les fleuves. Alors ils sont apparents sur la carte, et puis peut-être sur une chaîne de montagnes à proximité. Je vous laisserai bien regarder la carte pour pouvoir répondre. Petit rappel également pour pouvoir répondre aux questions sur ce que vous avez fait l'année passée. Vous avez normalement bien, étudié les foyers de peuplement, des êtres humains, etc. Le Bangladesh, souvenez-vous, il est par ici. Hop. Donc, si le Bangladesh est par ici, il est dans un foyer de peuplement, c'est-à-dire que sa densité va être très élevée. Densité de population, normalement, je n'ai pas besoin de rappeler ce que c'est. Donc, vous avez une case à compléter, c'est la case sur le Bangladesh, avec la carte qu'on a commentée à l'instant, mais aussi avec la carte de 6e sur les foyers de peuplement. Je rappelle que le Bangladesh est dans un foyer de peuplement. Donc, c'est un pays situé au sud d'une chaîne de montagnes, je vous laisserai trouver laquelle. C'est un pays plat où se déversent deux fleuves. Alors, deux fleuves, ils sont écrits sur la carte, il faudra les écrire. Il y a la mousson. La mousson, c'est un phénomène climatique qui fait qu'il y a de fortes pluies.
Et enfin, les densités, comment elles sont, les densités de population? Est-ce qu'elles sont élevées, faibles, moyennes? À vous de me mettre le bon terme. Et enfin, le niveau de développement du pays, eh bien, là, vous ne le savez pas forcément, le Bangladesh est un pays extrêmement pauvre. Donc, parmi quels pays pourrait-il être sélectionné, qualifié? Quand vous aurez fini de répondre, vous pourrez écrire, du coup, la définition de changement climatique dans la partie lexique qui est juste à côté. Le changement climatique, c'est un phénomène de modification du climat de la Terre. Eh bien, je vous laisse appuyer sur pause et répondre à la question numéro 1. Bien, vous avez dû répondre à la question numéro 1. Maintenant, on va s'attaquer à la question numéro 2. Toujours, page 258, questions 1 et 2. On va compléter le reste de la trace écrite. Alors cette fois-ci, on vous demande de lister tous les dangers, les risques auxquels est soumis le Bangladesh. Alors, ces risques-là, ils sont identifiables dans la légende. Donc bien lire la légende, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la carte. Donc quels sont les risques susceptibles d'être connus par le Bangladesh. Et puis aussi, vous avez donc le réchauffement climatique qui va affecter ces choses. Je ne citerai pas leur nom. Hop. Et puis là, effectivement, mousson, symbolisé par le nuage, mais aussi la montée des eaux, fait que l'eau salée, elle va rentrer dans les terres, donc inonder c'est vrai, mais aussi elle va donc saliniser les champs, ce qui va poser problème pour les récoltes. Eh bien, je vous laisse compléter la liste, vous pouvez faire des tirets, des risques naturels qui augmentent donc au Bangladesh. Bien, vous avez dû avoir le temps de faire la question numéro 2. Nous passons à la question numéro 3. Alors, je vais vous laisser un petit extrait vidéo qui va vous décrire les conditions de certaines familles, déjà dans un pays très pauvre, face aux inondations qui sont récurrentes. Eh bien, je vais vous laisser compléter la partie sur les habitants après avoir vu la vidéo que je mets là maintenant tout de suite. En moins de 10 ans, la famille Abdul Sawat a déjà déménagé 4 fois. Ici, elle nous emmène à l'endroit où elle vivait il y a encore quelques mois. Notre maison était là-bas. Maintenant, elle a disparu. Elle est sous l'eau. On n'a plus rien. Ces histoires tragiques se déclinent au pluriel. Il suffit de se rendre dans la maison du village. Ce jour-là, des dizaines de paysans sont rassemblés. 2 questions suffisent à comprendre l'ampleur du phénomène. Levez la main ceux qui ont déjà tout perdu et qui viennent d'une autre île. Et parmi vous, quels sont ceux qui ont perdu au moins 20 fois leur terre et leur maison? Moi, 19. Moi, 20. Et moi, 25. Moi, une vingtaine de fois. Nous sommes au nord du Bangladesh. Chaque jour, l'eau gagne du terrain. Des îles disparaissent et avec leurs habitants contraints de fuir la montée inexorable des eaux. Ils sont donc plus nombreux à se rendre à Dhaka, la capitale du pays. Tous rejoignent cette armée de laissés pour compte. Ces démunis qui échouent dans des bidonvilles comme celui-ci, installé en plein cœur de Dhaka. Dernière étape d'une fuite désespérée. Mohamed Delwar Hussein a 34 ans. Père de 5 enfants, il a quitté sa région et son île submergée par les eaux. Aujourd'hui, il travaille comme ouvrier. Travail aléatoire, où son patron l'appelle juste quand il a besoin de lui. Je gagne 1 taka par sac vendu. 1 taka, soit l'équivalent d'1 centime d'euro. Dans ces conditions, que faire? Où aller? Le gouvernement du Bangladesh n'a pas les moyens de reloger ces centaines de milliers de familles. Ici, les conditions de vie sont inhumaines. Mohamed Delwar Hussein est tombé malade, la tuberculose. Aujourd'hui,
il est complètement désemparé. Je viens du Nord. Ma maison a été détruite. Je suis arrivé ici il y a 2 semaines. Je vis avec ma femme, ma mère, mon frère, mes enfants. On est pauvres. Tout ce qu'on gagne nous suffit à peine pour manger. On ne peut aller nulle part. Les changements climatiques et leurs conséquences, comme la montée des eaux, rendent ces populations de plus en plus vulnérables. Livrées à elles-mêmes, elles sont parfois prises au piège. Otages de mafias qui vont exploiter cette misère. Un trafic s'est mis en place. Main-d'œuvre bon marché, corvéable à merci, prostitution ou encore vente d'organes. Les dégâts collatéraux sont considérables et pour le moment, les autorités ferment les yeux. Bien, vous avez dû avoir le temps de voir la vidéo. Alors, je vous laisse compléter la case sur les habitants. Vous pouvez appuyer sur pause. Parfait, eh bien, nous allons pouvoir passer à la dernière des questions, la numéro 4. Alors, vous avez un texte qui est dans le livre aussi. Ce texte nous parle de ce que c'est un réfugié climatique. Sauf que réfugié climatique, c'est un peu compliqué à définir puisque c'est pas quelque chose qu'on a encore reconnu. Donc je vous laisserai lire tranquillement le texte, que vous retrouvez aussi également dans le livre. Et puis vous allez pouvoir donc compléter effectivement cette case sur donc les réfugiés climatiques. Vous pourrez, après avoir complété la case, compléter le lexique. Alors on avait déjà écrit tout à l'heure changement climatique, et bien là on va écrire ce que c'est un réfugié climatique. Une personne qui quitte son pays parce qu'il y a un problème de changement climatique ou des catastrophes qui sont arrivées, etc. Je vous laisserai compléter le lexique après avoir complété la case. On peut appuyer sur pause, le temps de tout faire. Bien, alors nous allons maintenant passer donc à l'ultime question, la dernière, la numéro 5. Alors, pour cette question numéro 5, je vous laisserai lire le texte qui s'affiche à l'écran. Hein. Il s'agit donc de mesures que le gouvernement a prises, sachant que nous sommes dans un pays pauvre, eh bien, ils ont pris des mesures qui leur paraissaient possibles de prendre pour réduire un petit peu le phénomène d'inondation et surtout de disparition des terres agricoles. Donc je vous laisse lire le texte en appuyant sur pause. Une fois que vous aurez lu ce texte, eh bien, je vais diffuser une vidéo pour compléter. Pris en étau entre la fonte des neiges des glaciers de l'Himalaya au nord du pays et la montée des eaux de l'océan Indien au sud, les habitants se retrouvent submergés par l'eau. Alors qu'en Occident, nous essayons d'imaginer quelle serait notre vie si la température montait de 2 ou 3 degrés, les Bangladeshis vivent déjà et au quotidien les conséquences du dérèglement climatique. Dans ce pays, on ressent au quotidien les effets du réchauffement climatique. Je ne vous parle pas de demain, mais bien de ce qui se passe aujourd'hui. Les inondations. Avant, il y en avait une fois tous les 10 ans. Maintenant, il y en a plus de 2 par an. Parfois même juste avant ou après la mousson. Les gens sont forcés de partir pendant ces inondations. Ils perdent la vie, leur maison, même la terre sur laquelle ils se trouvent disparaît. Ils n'ont pas d'autre choix que de migrer. Sur la côte, il y a des cyclones. Avant, ils frappaient une fois tous les 2-3 ans. Mais maintenant, ils sont totalement imprévisibles. Les berges s'effondrent, l'eau salée s'infiltre dans les sols et détruit les terres agricoles. La pêche diminue. Les gens ne peuvent plus gagner leur vie en étant juste des pêcheurs. La vie a changé. Aujourd'hui, les Bangladeshis subissent localement les conséquences d'un réchauffement global dont ils ne sont pas responsables.
Pourtant, c'est ici qu'il fait le plus de victimes. On estime que plus de 8000 personnes meurent ici chaque année à cause d'événements climatiques extrêmes. C'est plus que dans n'importe quel autre pays au monde. Lors des cyclones, l'eau de la mer inonde les terres, détruit les maisons et emporte les vies. Pour protéger les habitants, le gouvernement a construit plus de 2500 abris sur la côte. Surélevés, bâtis en béton, ce sont les seuls refuges en cas de catastrophe naturelle, de plus en plus imprévisibles dans la région. C'est un combat incessant contre le climat, que la population mène aujourd'hui avec les moyens du bord. Comme avec ces digues artisanales, fabriquées avec des sacs de sable, elles sont censées empêcher la montée des eaux et les inondations. C'est un combat perdu d'avance. L'eau salée de la mer casse les digues, elle envahit les terres agricoles, salinise les sols et rend l'agriculture de plus en plus difficile. Mais ici, on s'adapte, encore et toujours. Dans ces carrés qui ressemblent aux rizières, ce n'est plus du riz qu'on cultive. Désormais, on produit des crevettes. Car cette eau salée est idéale pour leur élevage. Mais contrairement aux cultures vivrières, cette nouvelle activité est surtout destinée à l'export. Ainsi, le Bangladesh est devenu le 5e producteur mondial de crevettes d'élevage. Certains villageois arrivent à en vivre. D'autres, dont les terres ont été englouties, sont contraints de quitter leur village pour chercher du travail ailleurs. Capables de vivre même en étant pauvres. Ils peuvent vivre avec seulement 2 repas par jour s'ils gardent l'espoir au fond de leur cœur, s'ils voient le soleil briller et qu'ils sont heureux. Dans ces cas-là, ils peuvent supporter la pauvreté, mais les gens ne peuvent pas vivre sans dignité, sans espoir. Avec Friendship, nous essayons de leur offrir une base solide. À présent, les pauvres ont des besoins très simples. Ils doivent être assurés d'être en bonne santé, de pouvoir compter sur leurs forces pour avancer dans la vie. Ils doivent être assurés qu'en cas de catastrophe, ils seront épaulés. Ils doivent être assurés d'avoir un revenu, de pouvoir améliorer leur vie et d'avoir droit à un financement. Ils veulent savoir vers qui se tourner en cas de besoin. Parce que quand vous vivez sur une île, dans l'isolement, sans comprendre ce qui se passe autour, vous n'avez plus de chance de vous en sortir, plus d'espoir. Pour redonner l'espoir à ces populations oubliées, il y a 13 ans, Runa Khan a fondé son association, Friendship. Son credo, aller là où personne ne va. Et pour cela, elle a transformé une péniche que son mari a amenée depuis la France en premier hôpital flottant du pays. Aujourd'hui, le Rainbow Warrior, le mythique bateau de Greenpeace, a rejoint la flotte de Friendship. Il sillonne le pays offrant des soins médicaux gratuits à plus de 5000 personnes tous les mois. Les patients se précipitent à bord, car pour eux, souvent, c'est la seule possibilité de se faire soigner. Ici, nous prodiguons des soins secondaires. Nous avons des salles d'opération où des médecins locaux, nos médecins, travaillent aux côtés des médecins étrangers. De la chirurgie reconstructive
À la chirurgie orthopédique, on traite les maladies qui peuvent être facilement soignées. Ces bateaux sont le socle d'un vaste programme de santé lancé par Runa, grâce auquel près de 250 000 personnes sont soignées tous les mois. Mais comment aller plus loin pour aider les habitants de ces îles rongées par l'érosion? Pour installer des écoles sur ces terres vouées à disparaître. Une fois de plus, Runa a dû innover. C'est une zone où les îles se déplacent en permanence et les enfants déménagent sans cesse. Dès qu'ils ont terminé leurs études, les habitants quittent ces îles pour s'installer sur le continent. Alors, mon premier défi ici a été de trouver des enseignants. Le deuxième défi sur ces îles, en mouvement permanent, a été d'imaginer des écoles mobiles, démontables. Elles devaient se trouver au cœur du village afin que les enfants puissent s'y rendre sans danger. Et au cas où l'île disparaîtrait, nous serions en mesure de déplacer l'école ailleurs. Aujourd'hui, grâce à Friendship, plus de 5000 enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Mais sur ces chars, avec ses habitants oubliés de tous, il reste tant à faire. Le dernier projet de Runa, offrir l'électricité à ses écoles et à ses foyers. Pour cela, grâce au soutien d'Engie, plus de 650 panneaux solaires ont été installés sur les toits. C'est un programme en plein développement. Ainsi, Friendship, avec l'aide d'Engie, amène un peu de lumière dans la vie de ses habitants vulnérables. Mais quel avenir les attend-il demain? Bien, alors vous avez dû voir la vidéo, mais aussi le texte, vous pouvez le revoir à volonté, c'est l'avantage d'être à la maison. Alors, nous allons essayer de lister maintenant, dans la toute case qui est tout à la fin, vers les solutions, de lister les solutions qui sont envisagées au niveau du Bangladesh. Mais évidemment, vous allez le comprendre, les solutions que le Bangladesh fait tout seul ne sont pas suffisantes. Il va falloir prendre des solutions à l'échelle mondiale. Mais ça, on le verra dans la séance 2. Donc vous allez faire une liste des solutions. Et puis après, on mettra ce que c'est une ONG, puisque vous avez vu une ONG dans la vidéo qui est passée juste avant. Organisation non gouvernementale, ce sont des organisations indépendantes des États. Donc je vous laisse compléter la case sur les solutions et le lexique. Eh bien, c'est la fin de ce cours. Donc, je vous rappelle que vendredi, il y a un test sur Cuisinière. Un code d'exercice vous sera fourni et il faudra le remplir dans cette case pour pouvoir réaliser le test. Je vous rappelle qu'il faut le faire avant 18 h le soir, vendredi. Après, le test sera désactivé. Petit rappel également, la séance 2 sera disponible après les vacances scolaires afin que nous continuions à travailler à distance. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.